Ok, voilà. Bien, bonjour à Nickel. tous. Donc, je reprends. Nous sommes le 4 mai 2018. Nous allons faire l'atelier santé, médecine, hors série numéro 4. Au programme, nous allons revoir le blueprint de la dernière fois que je n'ai pas pu terminer concernant l'intervention du docteur Rodrigo. Et ensuite, nous ferons réellement l'atelier numéro 4 concernant le travail sur le cerveau et le système nerveux. Donc, je vais déjà vous partager le premier document. Voilà, vous devriez l'avoir donc à l'écran maintenant. Est-ce que tout le monde voit le document? Ouais. Blueprint, très bien. Je vais le repasser, si vous voulez, entièrement d'une façon un petit peu plus rapide, puisque je pense que tout le monde l'a vu il y a une quinzaine de jours. Donc, je vais le revoir de façon très rapide et je m'attarderai un peu plus sur la dernière partie que je n'avais pas présentée. Donc, le sujet, c'est comment on fait pour aborder la santé. Et on va donc l'aborder sur différents plans, notamment les plans physiques, le plan de l'énergie, le plan des émotions et le plan de l'âme. Sur le plan du niveau physique, on peut dire qu'à l'heure actuelle, les médecins travaillent sur le plan essentiellement physique, notamment avec la chirurgie, les médicaments, les rayons ou les injections. Et donc aujourd'hui, le challenge est donc de vous inviter à travailler sur un autre niveau. Si on va regarder un petit peu les différents éléments qui composent le corps, donc on voit qu'on a des éléments principaux, c'est l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, le nitrogène, les 4 éléments principaux, le calcium également et le phosphore. On pourrait dire que ce sont les 6 éléments principaux de la composition corporelle. Notons au passage que l'hydrogène, le carbone, l'azote forment les 4 constituants de l'acide aminé. En fait, d'où venons-nous? Eh bien, nous venons de champs magnétiques gravitationnels qui sont constitués qui se confrontent entre ceux du Soleil et ceux de la Terre. Et au niveau de la haute atmosphère, la magnétosphère, eh bien, on va avoir une réaction, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, une réaction isotopique et formation d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et d'azote. Et donc, quelle que soit la forme de vie à laquelle on a affaire, on a toujours ces 4 constituants principaux, que ce soit la vie animale, l'être humain, ou que ce soit la vie végétale, les forêts, les plantes. Notre corps, rappelez-vous, émet des champs et il reçoit des champs. Et donc, la résultante de ce qui sort comme champ et de ce que nous recevons de l'environnement constitue ce qu'on appelle l'aura. Et en fonction de nos émotions et de l'environnement, bien sûr, eh bien, cette aura va se modifier et peut parfois, dans des cas de dysfonctionnement, de maladie, présenter certains trous, certains vides au niveau de son enveloppe. Donc tout le travail que nous devons faire est donc de restituer des émotions correctes et de modifier l'environnement. Si on considère n'importe quel organe ou n'importe quel corps cellulaire, on voit que la moindre cellule ou le moindre organe est composé de champs magnétiques gravitationnels en rapport avec ceux des 4 éléments principaux qu'on vient de citer. Notre corps a donc la capacité de capter l'énergie de l'environnement et de rejeter celle dont il n'a pas besoin, de façon à trouver son équilibre. On peut dire donc que le corps a donc cette capacité de s'autoréguler. Et nous devons comprendre comment le plasma fonctionne dans notre corps. Jean-Jacques, pardon de t'interrompre. Oui. Dans le chat, il y a Lee qui demande à ce que tu ouvres son micro, puis il y a des spectateurs aussi qui ne sont pas connectés. Ah, d'accord, ok. Attendez. Il faut que j'ouvre mon micro, c'est ça que tu as dit? Non, c'est Lee qui est pas, son micro, elle n'a pas accès à son micro, elle est pas déclarée en tant que conférencier.
Ah oui, d'accord. Ok, En alors tant que attends. D'accord. spectateurs. Oui, oui, spectateur. Oui, d'accord. Ils Oui, sont oui, 5 dans les spectateurs. oui. Alors, et alors pourquoi j'ai. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est fait, tout le monde peut maintenant parler. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Merci. Et Jean-Jacques, bonsoir. Et peut-être tu es un co-animateur? Oui, Ok, super. parce que si je mets le panneau de participants, ça cache mon document, donc je suis obligé de le cacher. Donc s'il y a un problème, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on va reparler un petit peu de la nutrition du corps. Donc c'est un rappel pour la plupart d'entre nous. Et on sait donc que 80% de la nutrition provient de la respiration par le couple poumon et peau. Donc ceux qui travaillent en méditation avancée ont déjà pu se rendre compte que l'on peut respirer par la peau et on peut même respirer par ce qu'on appelle les os. C'est un exercice de Qigong très particulier. Le reste de la nourriture, c'est-à-dire 20%, provient de la nourriture physique, c'est-à-dire par la bouche. Donc c'est une part effectivement très faible. Pour l'instant, la race humaine, l'espèce humaine, n'est pas capable encore de se passer totalement de la nourriture, notamment des protéines. On va revoir un petit peu ce qu'on appelle l'unité de santé. Donc avec cette unité, nous sommes désormais capables de faire interagir le corps avec l'environnement des champs qui nous entourent et de restituer par conséquent l'équilibre du corps. Donc cette unité ne soigne pas en tant que telle, elle va simplement créer les conditions adéquates pour le corps et pour l'âme. Donc ça, c'est une notion sur laquelle il faut bien insister. On ne travaille pas sur le fait de soigner une maladie comme avec des médicaments, mais en fait, on modifie l'environnement pour apporter les conditions favorables sur le plan émotionnel et au niveau de l'âme. Voici une autre forme d'appareil de santé où là, on a utilisé non pas, je reviens sur l'image précédente, là ici, on utilise, vous voyez, des panneaux avec des bobines, donc c'est la première unité de santé qui avait été créée, alors que dans celle-ci, on va utiliser des anneaux circulaires. Donc ces anneaux circulaires peuvent se baisser avec un système de poulies et de treuils, de façon à ce qu'on puisse entrer à l'intérieur du cylindre, et ensuite on rabaisse les tuyaux de façon à ce qu'ils soient placés à égale distance les uns des autres, comme sur l'image de droite. Chaque tuyau va être rempli d'un type de ganse avec un certain pourcentage de ganse, de façon à établir un gradient de force, de puissance, entre le haut, à partir de la tête, jusqu'aux pieds. Voici ici figuré à nouveau l'unité de santé avec les bobines, les deux panneaux, le panneau avant avec les bobines. Derrière, on a un panneau identique. Ici, on a un autre sur l'image qui est au milieu en bas. On a des cercles, des tuyaux avec du ganse. Ici, on a deux panneaux nano-cotés. Donc, il y a différents types d'applications. Comment fonctionnent ces interactions? Que ce soit les bobines, que ce soit des panneaux rigides, que ce soit les tuyaux de ganse, les cercles, eh bien, le principe est toujours le même, c'est de créer un champ qui va interagir avec un autre champ et de placer le corps humain à l'intérieur au niveau de la résultante du croisement de ces deux champs. Donc je vous rappelle que le champ nord sort par le dessus, il pourrait sortir par le dessous, c'est une convention simplement. Donc là, on va le faire sortir par le nord au-dessus, il va passer ensuite sur l'autre champ pour devenir gravitationnel. Même chose pour celui de droite. Le champ supérieur magnétique va croiser au niveau du corps pour devenir sur l'autre champ gravitationnel à son tour. Donc je vous rappelle à nouveau que la différence entre ce qu'on appelle par convention champ magnétique et champ magrave sont tous les deux des champs magnétiques. Notez bien ça. La seule différence, c'est que le champ magnétique vrai
au sens de la technologie Kesh, s'effectue vers l'extérieur, donc il est donneur, alors que le champ magnétique que l'on appelle gravitationnel, lui, est receveur et il attire. Et il attire donc la masse corporelle, c'est pour ça qu'on a les pieds sur terre. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on appelle, la plupart des maladies sont d'ordre psychosomatique, avec notamment ce qu'on appelle le stress et les émotions. Je vous rappelle que le stress, c'est toujours un environnement qui s'oppose à notre propre intention. De façon à travailler spécifiquement sur les émotions, on va utiliser les appareils respiratoires. Donc il y en a de différents types et de différents modèles. Ici, on a le modèle que j'avais fabriqué et que le docteur Rodrigo a repris, c'est-à-dire qu'il l'a modifié en utilisant un tuyau central par lequel on respire. Ce tuyau central est branché sur le masque, notamment pour les personnes déficientes qui sont très faibles, où ça permet de travailler en même temps, de lire un bouquin pendant qu'on travaille la respiration. Et autour de ce tuyau ici, on va enrouler de façon spiralée un second mini tuyau rempli de ganses. Et le ganse sera toujours constitué de 50% de ganse plus les acides aminés, de CO2 et de ZNO2, qui sont les deux éléments importants sur le plan des émotions. La durée d'un traitement de façon générale est d'environ 2 mois. Donc chaque fois que vous avez un problème émotionnel, notamment sur des grosses pathologies, eh bien, il est important d'utiliser le travail respiratoire, puisque 80% de l'alimentation se fait par la respiration. Et que la respiration étant effectuée par notamment les poumons sont d'ordre émotionnel sur le plan des tissus. Les acides aminés, du CO2 et du ZNO2, vont donc agir directement sur le corps matière. Je vous rappelle que le CO2 est le transporteur, l'agent vecteur, alors que le ZNO2 est l'agent qui agit en propre sur le plan émotionnel. Donc là, ici, on a refiguré sur le plan du travail émotionnel avec les différents pourcentages. 80% de ZNO2, 20% de plasma liquide, CO2, plasma liquide ou haut plasma, comme vous voulez l'appeler. Alors, comment fonctionne l'unité de santé? Eh bien, l'unité de santé, c'est en fait votre baguette magique, c'est l'extension de votre âme. Étant donné que nous sommes nous-mêmes en état de plasma, c'est-à-dire de vide à l'intérieur de notre corps, eh bien, ces changements vont se faire sur le plan des émotions. Donc, la façon dont vous gérez vos émotions, vous allez le transmettre ou les transmettre à la personne que vous soignez. Et donc, vos champs vont donc interagir avec ceux de la personne à travers l'unité de santé. Donc, l'unité de santé, c'est un peu une sorte de relais de vos émotions. Les deux champs changent et ne donnent plus qu'un seul champ, ce qu'on appelle le champ résultant. Et donc, vos propres champs interagissent avec ceux de la personne. Le champ le plus fort, c'est-à-dire vous êtes censé avoir une âme supérieure à la moyenne des gens, va donc agir avec le plus faible, la personne en état de déficience de santé. Donc ici un résumé en images. Le soignant, avec notamment une âme. Je vous rappelle que l'âme du soignant est censée posséder l'ensemble de toutes les âmes, ou de l'ensemble des comportements émotionnels de tous les gens. Donc, lorsque vous avez affaire à un patient en état de déficience ou de mauvaise santé, eh bien, vous avez déjà, dans votre banque de mémoire, vous avez déjà son comportement émotionnel. C'est en cela que vous êtes censé être supérieur du point de vue de l'âme. Supérieur entre guillemets.
Alors, il y avait une question qui avait été posée au docteur Rodrigo, c'est comment entrer en contact avec l'âme de la personne, puisque l'unité est une extension du soignant. Eh bien, la réponse, c'était donc la confiance. Le praticien, le médecin, doit avoir la confiance absolue dans la capacité de son âme. De même, le soignant, ou la personne qui est soignée, doit avoir une confiance absolue envers le médecin ou le soignant. Les deux, ayant une honnêteté, une intégrité la plus haute possible, savent très bien qu'ils ne peuvent ne nuire ni à l'un ni à l'autre. Donc, il s'agit d'une nouvelle façon d'établir la façon dont vous pensez. Et donc, cette pensée, ce n'est pas exactement comme guérir, c'est plutôt la confiance du sujet, comme quoi il ne peut nuire au soignant avec ses propres champs, et inversement. Et donc, les médecins de l'espace, les personnels soignants dans l'espace, doivent acquérir cette pensée, cette confiance en eux-mêmes, qu'ils disposent de champs universels dont ils peuvent user. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai travaillé déjà il y a près de 30 ans. Lorsque je travaillais à Quiberon, je travaillais uniquement en Qigong, avec une certitude absolue de capacité de guérir. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Et donc ça, il faut avoir une confiance absolue dans ce que vous faites. Et cette confiance, vous l'aurez que à partir du moment où vous avez la certitude que vous n'allez jamais nuire à quiconque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le niveau d'équilibre de l'âme? Eh bien, c'est la capacité d'avoir cette âme éternelle, celle du Créateur. C'est-à-dire, c'est la façon dont je pense et expérimente, mais le problème, c'est que la plupart du temps, eh bien, nous compliquons totalement les choses. Alors qu'en fait, c'est très simple. C'est ce que je disais à l'instant, c'est cette capacité, cette certitude de connaître quasiment toutes les âmes, de savoir, d'avoir la certitude que vous êtes capable d'interagir avec l'environnement et avec votre sujet. Donc c'est très simple, et c'est ce qu'on pourrait appeler la beauté de la technologie. La compréhension du processus est donc dans la réalité d'accepter tout de l'âme et d'être large d'esprit. C'est ça la clé. Prenons par exemple une tumeur actuelle, eh bien il suffit de dire qu'on l'éradique et c'est fait. Encore faut-il avoir cette certitude absolue, cette confiance absolue. Au niveau de l'âme, donnons-lui alors l'image de ce qui fait vivre cette tumeur et non pas celle de la tuer. Relisez bien cette phrase. Donc c'est le transfert de l'âme vers la tumeur et non vers sa physicalité. Donc c'est de faire le transfert de l'âme vers qu'est-ce qui, du point de vue émotionnel, a constitué la tumeur et qui l'a fait vivre. Si maintenant on regarde quelles sont les qualités du médecin de l'univers, eh bien c'est d'avoir un large spectre de la force de sa propre âme. Je l'ai évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Ainsi, quand le patient se présente, eh bien, il a une banque de données d'âme, le médecin, telle qu'il peut donner à celle du patient parce qu'il possède en lui celle du patient. Et donc, il n'y a pas de différence entre un capitaine de vaisseau et un médecin. On pourrait dire qu'un chef d'entreprise, on pourrait faire la comparaison suivante, un chef d'entreprise ou un capitaine de bateau serait quelqu'un qui était d'abord mousse, ensuite qui était bosco, ensuite qui était mécanicien, c'est-à-dire que le capitaine de bateau a occupé et est capable d'occuper tous les postes de son navire. Si bien qu'en toutes circonstances, il est capable de prendre n'importe quel poste et d'avoir sa compréhension. Alors, en ce qui donc le travail, ça va être donc de boire l'eau de Gans, ou la façon dont on boit l'eau de Gans, elle est toujours constituée de CO2 et de ZNO2.
mais on ne donne jamais d'eau de ganse CH3 dans les cas de cancer, tout au moins dans les premières semaines. Puisque vous savez que le CH3 est un agent nutritionnel d'énergie, et donc vous allez donner de l'énergie à la tumeur ou au cancer. Donc vous donnerez le CH3 que lorsque la tumeur sera suffisamment éradiquée, de façon à redonner de l'énergie au patient. Alors, on va voir un petit peu maintenant différentes études de cas. Donc, si on regarde un protocole plasma, on va d'abord étudier les émotions qui ont créé le cancer. Donc là, on est dans un protocole plasma, dans un cas de cancer. Donc, on étudie quelles sont les émotions qui ont créé le cancer. Donc ça se fait lors de la discussion avec le patient. En ce qui concerne le cancer du sein, eh bien, on sait que le côté gauche est en relation mère-fils ou mère-fille, alors que le côté droit, le sein droit, va être en relation avec le partenaire, le mari ou l'amant. Donc, il s'agit d'aider la personne à prendre conscience de la difficulté qui s'est produite entre la mère et la fille, ou la fille et la mère. Ensuite, vous allez demander systématiquement une analyse de sang. Vous allez regarder quel est le métal dans cette prise sanguine qui est en excès, et vous allez utiliser ce métal en excès comme antidote, puisque ce métal est considéré comme étant le germe du cancer. Vous allez ensuite cibler avec les patchs le sein en question. Là, ici, dans le cas présent, il s'agissait d'un excès de calcium. Donc, vous allez faire un patch de CO2, par exemple, CO2-ZNO. Et de l'autre côté, vous allez appliquer un patch de calcium de l'autre côté. On peut mettre, on va le voir tout à l'heure, on peut mettre les patchs de part et d'autre du sein, sur le devant. Donc là, ici, le traitement que le docteur Rodrigo, le stade auquel il était intervenu. Donc là, on avait un début de nécrose. Ici, on a la nécrose complète avec la tumeur qui est sans doute en train de sécher. On peut aussi également appliquer les patchs, non pas de chaque côté du sein, mais en mettre un devant et un derrière. L'essentiel, c'est d'encadrer le sein, avec un pourcentage, un gradient de puissance et de force de 1 à 3. D'autres images du sein qui ont été traitées. Donc là, ici, on a la tumeur qui est en train de sécher complètement. Ça peut être impressionnant dans le cadre des soins habituels, alors qu'en fait, la tumeur est en train de guérir, de s'assécher complètement. D'autres images de cette même tumeur en cours d'évolution. On va se baser donc sur les résultats de l'histopathologie. L'histopathologie, c'est l'étude du fonctionnement de la cellule cancéreuse, par exemple. Donc le résultat va se faire par une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de la masse fibreuse qui comporte une nécrose coagulatrice. Ça, c'était le bilan de l'histopathologie de la personne qu'on est en train d'étudier. Avec les commentaires suivants. La section de ce tissu montre un tissu granulocytaire avec extension coagulatrice et calcique le calcium, avec une haute suspicion de tumeur nécrosée. Les tissus vivants annexes montrent un tissu granuleux, un tissu stroma et une collection d'histiocytes mélangés avec des cellules inflammatoires chroniques. La biopsie ne met pas en évidence de tumeur valable. Donc ça, c'est une histopathologie qui a été faite, bien sûr, après ou en cours de traitement. Si maintenant on regarde une autre étude de cas, c'est un homme de 54 ans et il y a 9 ans, il a commencé à avoir des tremblements. Il a cessé de conduire depuis 7 ans. Il utilise une sonde urinaire depuis 4 ans car il ne contrôle plus ses sphincters. Le diagnostic établi était maladie de Parkinson. Donc, dans le cas d'un Parkinson, on va utiliser l'unité de santé durant 1 heure par jour. Ça, c'est ce qui a été fait pour ce patient. On lui a fait boire de l'eau plasma à raison de 20 ml de CH3, 20 ml de CO2, 20 ml de ZNO. Et on l'a fait également respirer
avec 50% de CO2, 50% de ZNO. Et 2 mois plus tard, il a recommencé à conduire. Il n'utilise plus de paille pour boire et la majeure partie des tremblements ont disparu. Ça, c'était l'estimation personnelle du médecin. Par conséquent, on peut dire que le patient avait retrouvé sa vie, son état de vie antérieur. Donc, je vous laisse le temps de renoter parce que je crois que je n'avais pas eu le temps de présenter. J'avais dû m'arrêter à cette image la dernière fois. Donc, CH3, 20 ml de CO2 et 20 ml de ZNO. Et bien sûr, le travail respiratoire, puisque le Parkinson, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, montre un conflit entre conjoint et conjointe sur le plan de l'oppression. Il y a un des deux qui opprime son partenaire. Donc on va utiliser 50% de CO2, 50% de ZNO sur le plan respiratoire, soit avec le narguilé, soit avec le tuyau qu'on a vu tout à l'heure, soit avec la coupe de vie. Donc là, ici, on a choisi d'utiliser sur le plan physique l'unité de santé avec les cercles remplis de plasma liquide. Une autre étude de cas, il s'agit d'un homme de 74 ans qui fait des crises cardiaques depuis 2 ans avec un œdème pulmonaire. L'histoire de la maladie, c'est qu'il y a 2 ans, on lui a placé ensuite une prothèse de hanche. En 2017, on a remplacé la prothèse de hanche. Le diagnostic, c'était donc pathologie amyloïde. Donc c'est un problème de fabrication des protéines. Voici ici la radiographie qui a été établie. On voit ici sur la partie droite la prothèse avec autour le tissu osseux qui montre une perte de protéines immunitaires, alors qu'à droite, le tissu osseux, lui, est en parfait état. On a un développement immunitaire, des protéines immunitaires correctes. Et je vous rappelle que la lymphe, puisque là, le problème amyloïde, c'est un problème de lymphe, on a donc la lymphe et les acides aminés qui sont fabriqués au niveau de l'os et de la moelle jaune. Donc le traitement consiste à rétablir l'équilibre, notamment émotionnel, puisque le problème de la hanche est un problème émotionnel. Celui-ci révèle en fait une vie qui était faite de colère et de frustration. L'enfance était opprimée, oppressée par la peur, le manque de décision, avec un sentiment de honte et de lutte pour se faire respecter, avec un environnement oppresseur et dominateur, certainement de la part des parents, voire du conjoint. On a donc utilisé l'appareil respiratoire avec 50% d'eau plasma, de CO2 et 50% d'eau plasma de ZNO, plus les acides aminés de CO2 et acides aminés de ZNO. Ensuite, on a placé des patchs. Les patchs vont être placés en 2 parties, 2 séries. Donc, vous regardez la première accolade va se faire, vous allez ajouter des patchs 1, 2, 3 sur 3 étages. Dans l'ordre suivant, le CO2 à 40%, le ZNO à 40%, le CH3 à 20%. Donc tout ça réparti dans la première accolade. Dans la deuxième accolade, vous allez ajouter un mélange de CO2 40%, ZNO 40%, CH3 10%, du CO à 1%, une goutte de soufre et quelques gouttes de phosphore. Donc là, vous allez faire 2 patchs au niveau de la dernière accolade. La façon de faire les patchs, vous l'avez sur l'image de droite. Vous avez une double colonne de patchs. 1, 2, 3. Représenté ici en jaune avec le CO2, ZNO, CH3 dans cet ordre. Et puis les patchs du bas, les 2 derniers, vont être constitués avec ce mélange de Gans. Je vous laisse le temps de prendre des notes si vous le voulez. Et Jean-Jacques, ça, toutes ces séries des patchs qu'il a fait, c'est parce qu'il y a la prothèse.
Pas nécessairement, il n'y aurait pas de prothèse, ça serait le même traitement. Ce serait le même traitement. Oui. Ah, je pensais qu'il y avait une combinaison en plus parce qu'il n'y avait pas comment il s'appelle, la lampe qui passait dedans. Non, non. Ok, merci. Par contre, avec la prothèse, on n'aurait pas pu utiliser les bobines. Non. D'accord? Donc, Ouais. voilà. Donc là, on utilise double raison pour. Mais même s'il n'y avait pas eu de prothèse, on peut utiliser les patchs, hein. D'accord. L'avantage des patchs par rapport aux bobines, c'est que vous allez pouvoir cibler avec des gants. Alors, c'est plus facile de faire avec les patchs qu'avec l'unité de soin avec les bobines, où là, on peut mettre des gants, mais c'est très compliqué de gérer. Il faut un dispatcher, moi j'avais appelé ça un boulier de Pascal, pour établir des connexions spécifiques pour chaque gants, alors que là, c'est plus simple à mon avis. Bon. Pourquoi on choisit le fémur? Bah, parce que c'est l'os le plus grand. Yes. Ah, j'ai une bonne élève avec moi. Exact, hein. Donc, étant donné que c'est l'os le plus massif, donc c'est là où c'est la plus grande usine de fabrication. Euh, alors, dans le cas présent, bien sûr, comme il y avait une prothèse de hanche, c'est une double raison pour travailler sur le fémur. En ce qui concerne les troubles cardiaques de ce patient, puisqu'il a fait aussi des troubles cardiaques, donc là, on va ajouter un patch au niveau de la poitrine, constitué de CO2, ZNO, 48%. Donc, on est toujours, je vous rappelle que le cœur a une double fonction, à la fois physique et à la fois émotionnelle. Donc, on va utiliser le ZNO, le CO2 comme agent de transport, le magnésium, le manganèse, le potassium et une goutte de sang du patient. Pardon. Il s'agit donc de faire baisser le taux de graisse. Et donc, on va utiliser 50 grammes de beurre jour et nuit. Toujours sous forme de patch. Mais sur un gaz de beurre? On fait un ganse de beurre. D'accord. Pardon. Donc, on est toujours dans le même principe, hein. À partir du moment où on a déterminé qu'était l'agent causal, eh bien, on s'en sert, on en fait un ganse. Donc, le calcium, le potassium et le magnésium agissent dans ce qu'on appelle la pompe à potassium. Donc, c'est pour ça que ces deux éléments, ils agissent donc sur la conduction nerveuse au niveau cardiaque, hein. Donc, c'est pour ça qu'on met le magnésium et le potassium. En ce qui concerne les problèmes amyloïdes, eh bien, au bout de 4 semaines, on a eu un retour à l'équilibre. On a une diminution de la restriction respiratoire, c'est-à-dire que le patient avait du mal de respirer. Et de manière générale, on avait une amélioration de sa santé. Et de même que le patient prenait beaucoup moins de prise de médicaments. Donc là, on est toujours dans les observations du docteur Rodrigo. On va passer maintenant à une étude de cas Alzheimer. Il s'agit d'une femme de 85 ans. Elle présente des troubles Alzheimer depuis 10 ans, avec un état végétatif depuis 9 mois. C'est-à-dire que la personne ne parle plus, ne communique plus, ne boit plus et ne voit plus. Elle est au point d'être alimentée par une sonde gastrique et elle est totalement dépendante à 100%. On lui fait sa toilette entièrement, je suppose. On la fait manger à la petite cuillère, je suppose. Et encore, on lui donne ce qu'on appelle du gel pour ne pas faire de fausses routes, etc. Donc voici la patiente. Donc, moi, j'ai travaillé en unité de soins intensifs Alzheimer. Voilà, c'est une personne qui ne communique plus du tout avec son environnement. Eh bien, elle a commencé au début, elle a commencé à boire avec des patchs de ZNO. Une heure après, alors c'est-à-dire, je m'explique un petit peu, c'est-à-dire qu'autour du verre d'eau, on avait demandé au personnel soignant de mettre les deux patchs de zinc autour du verre d'eau, de façon à obtenir une eau informée en ZNO. Et une heure après, la patiente s'est mise à parler, et ce, depuis 9 mois qu'elle n'avait jamais parlé. Quand je dis parler, elle ne devait pas tenir un grand discours, mais enfin, il y a des sons qui sortaient de sa bouche, ce qui ne devait pas se produire depuis longtemps. On a utilisé un casque. Donc le casque est constitué de différents cerceaux, de façon à ce que toutes les
les tuyaux puissent communiquer les uns avec les autres. Et donc, ce casque a été rempli. Alors, il y a différentes façons de faire des casques, hein. Ça, c'est à vous d'être inventif. Soit vous les faites de façon tubulaire, soit un casque, ça peut être un moulage, si ceux qui savent faire des moulages, ça peut être une sorte de patch ou un sachet en plastique double. À vous d'être inventif. Le contenu, c'était 50% de CO2 en plasma liquide et 50% de ZNO. Personnellement, je pense qu'on aurait pu rajouter du magnésium, puisque le magnésium, je vous rappelle, est le centre de l'âme. 3 mois plus tard, la personne se nourrissait seule. De même, la personne parle en prononçant les mots correctement. On l'a laissée dans l'unité de soins pendant 20 minutes dans une chaise roulante. Et au bout d'une semaine, elle pouvait rester 1 heure, 3 fois par jour. Donc quand je dis qu'elle pouvait rester, c'est que la personne, elle est sortie de son lit, on l'a mise dans une chaise roulante, donc elle ne devait pas tenir beaucoup correctement dans sa chaise roulante. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'y aller progressivement. On lui a fait boire 10 millilitres de ZNO avec une seringue dans la bouche, et ce 3 fois par jour. On lui a vaporisé régulièrement la tête tous les soirs avec du plasma liquide de ZNO. Et au bout de 4 semaines, la patiente bougeait. Et à 6 semaines, la patiente voyait à nouveau. Donc vous voyez que pour le traitement d'Alzheimer, c'est un travail d'équipe. Déjà que dans les équipes constituées à l'heure actuelle, il n'est pas toujours évident de faire respecter les consignes par tout le monde. Ça dépend des unités de soins. Donc, dans le cas où vous voulez faire traiter Alzheimer avec ce type de travail, il faut vraiment que tout le monde comprenne bien l'intérêt et applique la méthode. Donc, voilà le type d'unité de soins, enfin d'unité de santé qui est utilisée dans ce cas de cette patiente, toujours dans le but d'équilibrer l'environnement. Donc, on a mis des acides, une eau d'acide aminé de zinc au sommet du triangle. Au niveau des 2 sphères, alors là, il s'agit de ce qu'on appelle j'ai le mot qui est sur la langue, les réacteurs sphériques en rotation. Donc, on a mis le gaz de potassium, du calcium, de l'acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9, du magnésium et de l'eau d'acide aminé de CO2. Le CH3, lui, est toujours, quels que soient les types de réacteurs, toujours au niveau de la terre ou au niveau des pieds de la personne. Donc, on cherche toujours à obtenir un gradient de force, un gradient de force magnétique du haut vers le bas. Une question là, par exemple, les grains de potassium, de calcium et tout ça, ils ne mettent pas les acides aminés. Les acides aminés, on met seulement du fer, des zinc et des CO2. Là, je vous ai reproduit stricto sensu ce qu'avait mis le docteur Rodrigo. Mais la question, c'est est-ce qu'on utilise seulement les acides aminés de C3 ou normalement on devrait faire les acides aminés de calcium et tout ça, quoi, à ton avis? Alors moi, personnellement, je ferais simplement gans de potassium, gans de calcium, le gans d'acide folique et le gans de magnésium, et je ferais uniquement l'acide aminé du CO2. Oui, en fait, on fait les acides aminés des 3. Voilà. Hein. Okay. Parce que pour obtenir un gans de potassium, à part prendre du potassium une source de potassium, de la banane par exemple. Ouais. Le calcium, vous allez prendre de l'os de sèche, mais pour obtenir l'acide aminé de l'os de sèche, je suis pas sûr qu'on en obtienne. Donc, ouais. C'est une il faut avoir une panoplie si tu as une panoplie complète, ça prendra du temps, quoi. Le magnésium, oui, je pense qu'on peut arriver à obtenir des acides aminés de magnésium. Ça, je pense qu'on sait faire. Le potassium, je ne sais pas si on sait faire. Peut-être qu'avec la banane, il faudra observer. Ouais. Merci. Peut-être qu'avec le calcium, je n'ai pas eu l'occasion d'observer, parce que je n'ai pas fait, mais essayez d'observer, de voir si simplement mettant du calcium. Alors oui, le problème avec le calcium, c'est qu'on va le faire tremper dans du CO2, donc on ne peut pas dire qu'on va obtenir de l'acide aminé de l'acide aminé de calcium. De calcium, oui, voilà. CO2. Voilà. Ouais. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. C'est Anne. Pour faire du gaz de potassium ou de calcium, on peut prendre des compléments alimentaires, non? C'est plus simple.
Oui, oui, bien sûr. Donc là, on ne peut pas avoir d'acide aminé. À partir du moment, oui, mais le problème c'est est-ce que vous aurez des acides aminés avec les compléments alimentaires? Donc je peux Non, pas je vous- pense pas. D'accord? Normalement non, mais Mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'arriver à l'acide aminé, par exemple, dans ces cas-là? si on pouvait les avoir, ça serait bien en théorie, d'accord? Puisque les acides aminés sont toujours plus puissants et font la connexion avec le physique. Ouais, Voilà. ouais. À ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une goutte de sang ou un peu d'urine de la personne? Non, non, mais oui, vous pouvez rajouter une goutte de sang si vous voulez aussi, bien sûr. Merci. Parce que quand vous préparez le gans de potassium, de calcium ou d'acide folique, vous l'avez comment? Ben, vous ajoutez du gans de CO2. Oui, forcément, quoi. Ben, je prends un peu de ganse de CO2 sédiment et je rajoute la poudre de calcium. Oui, non, ça, oui, oui, tu as raison, on est d'accord, hein. Il n'y a pas d'autre Oui. façon de faire du gans de calcium. Pardon? Il n'y a pas d'autre façon de faire du gans de calcium. Non, non, Donc, non, non. donc c'est pas un gans de calcium pur, c'est un gans de calcium avec du gans de CO2. C'est un Oui, mélange. oui, voilà. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que on ne peut pas affirmer, et jusqu'à preuve du contraire, hein, qu'on va faire un gans de potassium, un acide aminé de potassium, un acide aminé de calcium et un acide aminé d'acide folique. Pour le magnésium, on sait faire. C'est un métal au même titre que le zinc. Le calcium, c'est pas un métal, c'est un métalloïde, hein, donc c'est c'est différent. Excusez-moi, je peux poser une question Oui, ou faire une suggestion? oui, Et si c'est Marc, oui, et si oui. le potassium, on avait donc notre petit bac à électrolyse et que l'on a un deuxième petit bac, je vais dire qui flotte ou qui soit immergé dedans, Oui. avec de nouveau de l'eau salée et un sachet comme Diane, de granulés de potassium là Oui. dedans. Est-ce que ça ne ferait pas du gans de potassium pur? Si. Mais le problème, c'est de. Oui, oui, tu as tout à fait raison, hein. Puisque maintenant, je crois que c'est Guyenne qui a mis en évidence ce procédé de faire tous les gants, Ah, je sais pas. d'utiliser une petite fiole et de la mettre dans l'eau salée. Mhm. Hein. Le problème ici, c'est de savoir est-ce qu'on va obtenir l'acide aminé. Alors pour le potassium, je pense que oui. Pour le magnésium, c'est sûr. Le calcium, j'en suis pas sûr. Et l'acide folique, je sais pas, je suis pas sûr. Maintenant, c'est à vous de voir. Essayez d'observer. Oui. Hein, observez, vous mettez une petite fiole avec du potassium, du calcium dans un autre bac, de l'acide folique dans un autre bac, et Ouais, ouais. regardez si à la surface vous avez de l'huile. Hein. Oui, tout à fait. Merci. Mais bon, comme je ne l'ai, j'ai plus de quoi faire mon laboratoire, donc je ne peux pas vous affirmer, hein. J'essaie de vous donner des réponses théoriques qui me semblent tenir la route. On va étudier maintenant un cas de fibromyalgie. Donc la personne dans ce cadre de fibromyalgie, elle a bu 3 fois par jour de l'eau plasma à raison de 30 millilitres pour chacun des trois, CO2, ZNO, CH3. Le CH3 ici est tout à fait indiqué puisque ce sont des gens qui sont dépressifs, qui n'ont plus de force musculaire et qui n'endurent plus l'effort musculaire. La fibromyalgie étant essentiellement et notoirement une pathologie émotionnelle également. Alors là, c'est le témoignage de cette personne qui relate la façon dont s'est déroulé son traitement et l'évolution de sa maladie au cours du traitement. Les symptômes donc du patient sont apparus en 2016 et on va voir comment ils ont disparu. En 2011, la personne ne marchait plus du tout. Elle se déplaçait avec une chaise roulante. Et donc elle mentionne, je ne pouvais plus me déplacer dans le lit, maintenant oui. Je ne pouvais plus me lever de ma chaise, maintenant oui. J'allais uriner 9 fois par nuit, maintenant je dors normalement. Je le faisais dans un urinal, maintenant non. J'avais peur de prendre le car, de peur d'uriner, maintenant non. Je mange de tout alors qu'avant je détestais tout. Elle avait des douleurs constantes partout. Elles ont notoirement diminué. Elle avait des élancements dans les jambes, ils ont disparu. Elle avait une sensation de froid intense qui a disparu. Des changements de température au cours de la journée, ils ont disparu. Des boutons purulents, ils ont disparu.
La peau du front pelait. La peau du front est actuellement normale. Il ou elle avait des démangeaisons sur tout le corps, elles ont disparu. Il avait les yeux larmoyants et ceci a notoirement diminué. Alors, on n'a pas tous ces symptômes dans la fibromyalgie, hein. Je pense que cette personne avait une fibromyalgie avec d'autres choses associées à la fibromyalgie. Il ne pouvait plus regarder la télévision plus d'une demi-heure. Maintenant, il peut regarder même tard la nuit. Il ne supportait pas les champs électromagnétiques de tous les appareils électroniques, micro-ondes, CD, téléphone, etc. Maintenant, il peut. Voilà, ici, quelqu'un qui ne peut pas supporter les champs électromagnétiques, donc c'est quelqu'un qui est électrosensible. C'est pas de la fibromyalgie, hein. On n'a pas ça dans la fibromyalgie. Il ne supportait pas les lumières intenses, les bruits intenses. Maintenant, oui. De même que ça, on n'a pas ça dans la fibromyalgie habituellement. Il avait il avait peu de concentration mentale. Maintenant, elle est normale. Je ne pouvais plus travailler, dit-il, longtemps sur le PC. Maintenant, il peut. Ses gencives saignaient. Maintenant, non. Les saignements des gencives ne font pas partie de la fibromyalgie. Ses cheveux puaient. Maintenant, très peu. C'est pareil, c'est un symptôme qu'on ne trouve pas dans la fibromyalgie. Donc, ce patient avait certainement une double pathologie. On va maintenant étudier ce qu'on appelle un cas de lymphome. Donc, ce sont des lésions. Les lésions étaient très intenses et multiples au niveau de la colonne vertébrale. Et la lésion était centrée essentiellement sur T8, c'est-à-dire la 8e dorsale, jusqu'à T12, le territoire 12 de la 12e dorsale. Donc, ça faisait 4 vertèbres lésées. Il y avait une compression sévère de la moelle épinière. Et quelques semaines plus tard, on a fait une chirurgie, puisqu'il n'y avait plus que ça à faire a priori, avec une laminectomie, c'est-à-dire qu'on a sectionné les lames postérieures de la vertèbre, là où passe la moelle épinière, de façon à décomprimer les arcs postérieurs depuis la 8e dorsale jusqu'à la 11e dorsale, de façon à libérer les compressions. Et donc le diagnostic final après cette opération, c'était donc lymphome thoracique épidural, c'est-à-dire une collection liquidienne au niveau épidural, qui envahissait l'espace médulaire. Donc ça, en fait, c'est une compression liquidienne de la moelle épinière. 3 semaines plus tard, on l'a fait passer un scanner et la masse paraspinale hypermétabolique de T9 à T10, donc sur 2 vertèbres. Ça, c'est le diagnostic du scanner. Avec envahissement osseux par un lymphome, donc il y avait comme une forme de métastase au niveau de la mâchoire, au niveau de l'épaule droite, au niveau du manubrium sternal, au niveau de la hanche droite, au niveau du creux axillaire gauche et au niveau de l'iliaque externe gauche. Donc on était parti dans un premier temps avec une lésion au niveau de T8 à T12 et on voit que le scanner a révélé d'autres sites pathologiques. Donc le docteur Rodrigo a vu cette personne 5 mois après la mise en œuvre de chimiothérapie. Il y avait un ganglion à la hanche droite et au creux axillaire, des douleurs lombaires, des paresthésies des membres inférieurs et ainsi que des effets secondaires dus à la chimiothérapie, avec vomissements habituels, et céphalées, perte de cheveux et douleurs abdominales. Comme il était préconisé dans le cancer du sein, on a fait effectuer une analyse des métaux au niveau sanguin qui a mis en évidence un excès de calcium. On a donc fabriqué des patchs de calcium à raison de 3 pour 1, c'est-à-dire qu'on a fait, je suppose, 2 patchs, un devant et un derrière, avec un gradient d'intensité sur chaque lésion. Donc on en a mis une double application, c'est-à-dire 2 patchs au niveau de la hanche, 2 au niveau du creux axillaire et au niveau de toutes les métastases qu'on a citées auparavant. Ensuite, on a appliqué la thérapie plasma avec l'unité de santé, l'unité de soins qui est indiquée à droite sur l'image, à raison de 1 heure, 3 fois par jour, durant 6 semaines. Et bien sûr, le docteur Rodrigo a travaillé avec l'âme ainsi que le scanner à 6 semaines pour vérifier. Le résultat, c'était une résolution complète de l'activité métabolique de tous les sites lymphomes. Écoutez, on peut dire chapeau. Voilà.
J'en ai terminé avec cette partie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je pense que c'est clair. Il y a juste à essayer de… Alors, nous, on n'a pas toujours les moyens, puisqu'on n'a pas, soit par manque de connaissances, soit parce qu'on n'a pas les laboratoires pour les prises de sang à portée de la main. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de copier ce que fait le docteur Rodrigo ou les autres médecins, notamment pour des cas de cancer ou des cas de pathologie un peu complexes. Bien que, de façon générale, c'est au niveau des pourcentages qu'on va être un petit peu certainement emprunté. Pour le ZNO, aucun problème. Pour le CO2, aucun problème. Le CH3, tant qu'on n'est pas dans un cancer, pas de problème. Après, on peut ajouter dans les problèmes cardiaques, les problèmes de conduction au niveau de la conduction cardiaque, au niveau des nœuds de Hill, par exemple, on peut rajouter du potassium à raison d'une goutte, du magnésium à raison d'une goutte, puisque là, on va jouer sur ce qu'on appelle la pompe à potassium. Bonsoir. Oui. Oui, et c'est Evelyne. J'aimerais savoir, au point de vue de l'unité de soins qui est par les cercles avec le plasma, Oui. tous les combien de temps est-ce qu'il faut changer le plasma à l'intérieur de ces cercles? Et si une même machine peut servir pour plusieurs personnes? Alors, pour la même personne, ce n'est pas nécessaire de changer le plasma, parce que c'est la même personne. D'accord. Par contre, si vous changez de patient, oui, je vous conseille de changer le GANS. D'accord, ok. Et puis une autre petite Alors, n'oubliez pas toujours que, quelle que soit l'unité de soins que vous utilisez, c'est votre certitude absolue. Je répète, votre certitude absolue, il n'y a aucun doute possible que vous allez rendre bénéfice aux patients. Donc c'est pour ça qu'il faut, je ne sais pas comment expliquer, hein, il n'y a aucun doute possible que le patient il va être soigné correctement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément nécessaire de changer le GANS, sauf pour des patients différents. Oui. Après, si vous changez le GANS pour des patients différents, vous remettez votre attention en place pour un nouveau patient. Puisque, je vous répète, l'unité de soins, en fait, c'est pour vous donner de l'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Mais le thérapeute qui se Le sert… plasma ne va pas se charger, on peut aussi faire plusieurs patients avec la même machine. Alors après, c'est une question de moyens financiers, de temps, etc. Après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Alors, comment on obtient la certitude absolue? Eh bien, c'est à force de faire des traitements et d'observer les résultats. Lorsque vous aurez un résultat, deux résultats, trois résultats, quatre résultats, 5, 10, 15, 20, vous allez augmenter votre certitude absolue. D'accord. Parce qu'autrement, ça revient, la première fois, vous pouvez dire, ah si, j'ai la certitude absolue, c'est un peu comme si vous faisiez du cinéma. Parce que tout ça, ça va de pair avec votre propre comportement, votre propre ascension émotionnelle, votre intégrité, votre honnêteté. Et donc ça ne fait que se renforcer de jour en jour. Alors peut-être que certains autres praticiens dans d'autres domaines ou dans d'autres techniques ont acquis cette certitude, tant mieux, à ce moment-là, vous avez gagné du temps. Mais le principe, il est là. Hein. C'est à la fois d'une telle simplicité et d'une très grande difficulté. C'est les deux à la fois. D'accord, merci. J'aurais voulu revenir aussi sur une autre précision. Oui. On ne l'a pas vu aujourd'hui, mais dans le traitement de l'hémiplégie, oui. Donc ça, j'ai bien intégré au point de vue des connexions cerveau. Mais dans le cas d'une paraplégie, est-ce qu'on peut faire tremper justement les deux bras oui. pour atteindre les deux jambes inférieures? Pour moi, oui, mais j'aimerais bien avoir la certitude. Oui. Oui, d'accord. Ok, c'est ce que je pensais. Mais quand il n'y a pas, alors là, la symétrie, elle n'est pas gauche-droite, elle est haut-bas. Oui. D'accord. Donc vous pouvez utiliser les deux bras. Les deux bras, les deux jambes, c'est la même chose. Je vous rappelle que les quatre membres, sans distinguer le haut et le bas, les quatre membres sont l'extension du système digestif.
Les bras et les jambes servent à quoi? À s'alimenter. D'accord. Marcher pour aller chercher sa nourriture et les bras pour attraper sa nourriture et la mettre à la bouche. Donc c'est une extension du système digestif. Donc là, dans le cas que tu indiques, la paraplégie, la dissymétrie est entre le haut et le bas. Donc tu peux utiliser les membres supérieurs pour transférer vers les membres inférieurs. D'accord. Dans ce cas-là, alors on est toujours dans un cadre théorique, on va avoir un double croisement. Main gauche, cerveau droit, main droite, cerveau gauche, et tout ça, ça va agir sur les membres inférieurs. Ok. Bon, c'est ce que je pensais, mais je voulais être sûre. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je vous demande une toute petite seconde. Je coupe le son 2 secondes. Hein. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au document suivant. Alors, j'arrête le partage pour partager autre chose. Alors, là, on va aborder donc le hors-série numéro 4 concernant de façon... alors, c'est un document qui est issu des résultats qui ont été faits sur Noémie, la fille de... Le nom m'échappe, il va me revenir. Donc, qui avait subi un traumatisme cérébral et qui était dans le coma depuis pas mal de temps et qui maintenant récupère à une vitesse grand V. Donc, Giovanni, oui, c'est Giovanni. oui, Giovanni, c'est ça, merci, merci. Alors, dans le traitement qu'il a effectué, donc il insiste bien qu'il l'a fait avec une intention. Alors, c'était sans doute plus facile pour lui parce que c'était sa fille, donc les liens familiaux et les liens émotionnels étaient bien sûr très forts. Donc, il fait bien référence au fait d'utiliser l'intention, l'amour et le traitement de l'âme. Il a distingué dans un premier temps, dans le traitement cérébral, puisqu'il était dans le coma, il a distingué le traitement de la zone frontale, de la zone temporale occipitale, et il les a traités de façon séparée avec des gants un petit peu différents. Alors, la zone frontale, il l'a traitée de la façon suivante. Il a pris 300 millilitres de plasma liquide ou d'eau plasma. Je vous rappelle que les termes sont les mêmes. Les termes sont différents, mais c'est le même produit, c'est l'eau. Avec du CO2 et du ZNO, à 50% chacun. Ensuite, il a pris 40 millilitres de plasma liquide, avec du CH3, mais il a rajouté, avec du GANS matière, c'est-à-dire ce qui est au fond des récipients de collection, 40 millilitres de CO2, avec un pH de 10,6. Je vous rappelle qu'au lieu de prendre le pH, on peut le mesurer avec le voltmètre. Donc vous avez, dans les documents antérieurs, vous avez les équivalences. Il a rajouté 25 millilitres de GANS matière de ZNO. Et donc il a appliqué au niveau frontal, il a appliqué avec je pense qu'il a mis un bandeau, un turban pour maintenir le. Alors je pense qu'on peut le faire. Alors ça ça me vient à l'instant. On peut faire un gradient, c'est-à-dire 2 patchs avec les mêmes compositions, mais avec des gradients, des quantités peut-être différentes, de façon à avoir un gradient et mettre les 2 patchs sur les 2 hémisphères frontaux. C'est une idée qui me vient à l'instant, c'est pour essayer d'obtenir un échange des 2 champs. Mais on peut le faire tel que lui l'a fait. Lui, il l'a fait avec un seul patch sur le front. Mais parce qu'il utilisait les 3 patchs en même temps. Donc, du coup, ça circulait les plasmas. Quoi. Oui, on peut le voir aussi exactement comme ça. Alors, je sais pas. Alors, je sais pas. C'est pas précisé dans le document. C'est pas précisé, ok. Est-ce qu'il les a fait les uns après les autres ou séparément? Je sais pas. Alors, la zone frontale va traiter l'élaboration de la pensée, alors que la zone temporale va traiter tout le système du langage et de l'audition. Donc, plutôt de la compréhension.
Et la zone occipitale, elle va traiter la partie visuelle et la partie de l'équilibre, avec la zone cérébelleuse. Pardon Jean-Jacques, tu as parlé d'équivalence volt-pH. Oui. On trouve où ça? Alors, dans le drive, il doit y avoir. C'est moi, Dans le drive. Non, oui, d'accord. c'est moi qui avais fait le document. C'est comment mesurer. Le document est assez court, mais il doit être dans le drive, hein. D'accord, ok, mais c'est bon. Alors, en principe, tout est dans le drive. Et c'est toi qui l'as mis dans les drives? Non. Voilà, donc Non. je vais regarder. Non, mais je suis un peu tête de cochon et étourdi. Non, mais moi, je vais bien mettre tous tes documents dans les drives. Hein. Ça me les fait passer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que moi, je suis la tête pensante et puis les autres. oui, moi, je vais bien être les drives des gens. Ouais, non, tout ce qui est admin, j'ai toujours été. J'aime pas l'administration, l'administratif. Voilà. Le pH, on peut le faire avec des languettes. C'est moi qui devrais le faire, mais je n'ai pas fait. Non, mais je vais les faire pour toi. Donc, si vous n'avez pas, vous me demandez les documents et puis je passerai la main à Ali, par exemple. Et voilà. Le pH, on peut le faire avec des languettes ou pas? Oui. Oui. C'est quand même moins précis. Hein. Mais le mieux, c'est le mieux, c'est le testeur, le pH mètre. Hein. Le pH mètre, c'est quoi? C'est un appareil? Oui, c'est un appareil, ça ressemble à un stylo. Et ça s'achète où? Sur Internet. Ah, je ne connaissais pas. pH mètre. pH mètre, voilà, c'est une échelle métrique du pH. Oui, parce que moi, je fais régulièrement mon pH urinaire avec les languettes. Oui, mais ça sera plus précis avec le pH mètre. Oui. D'accord? Oui. Ton papier, il est vert foncé, vert clair, vert pâle, tu vois? Oui. Donc la couleur, elle n'est pas très précise à un moment donné. Donc il est certain qu'entre le bleu et le rouge, là tu peux pas te tromper, mais les couleurs intermédiaires, c'est difficile. Donc le mieux, c'est le pH mètre. Et c'est très important? Parfois, oui. Oui, mais si tu utilises par exemple un d'un côté et trois de l'autre, tout ça en faisant un tiers de différence, Oui, ça la joue, quoi. voilà, tout à fait. L'essentiel, c'est de voir si on est dans le haut ou au-dessus du zéro ou en dessous. Oui. Hein, voilà. Alors, ensuite, il a travaillé sur la zone temporale et occipitale avec les quantités de gants suivants. 600 ml de plasma liquide, d'eau plasma CO2 ZNO à 50% chacun, 60 ml de plasma de eau plasma CH3, plus en gants matière 80 ml de CO2, 55 ml ZNO. Je vous rappelle que, alors ça c'est mon intervention personnelle, puisque Giovannini parlait de champs de haute tension, qui à mon sens n'ont jamais été prouvés en domaine médical. Par contre, les sous-maniobreux pulses, oui. Donc moi, je vous donne mon interprétation. Si vous avez d'autres sources concernant ces champs de haute fréquence, où Giovannini dit que les champs cérébraux vont de 1 à 42 Hertz. Moi, j'ai travaillé et avec des résultats probants avec le maniobreux pulse qui donne des champs magnétiques de très basse fréquence, et non pas simplement de basse fréquence, de très basse fréquence, allant de 12 Hertz à 460 Hertz. Le 12 Hertz est la fréquence de repos du cerveau. Donc c'est là où vous mettez une personne en état de sommeil ou de repos cérébral. 460 Hertz, c'est l'activation. Le corps se met en action. Donc si certaines personnes possèdent cet appareil, bon moi je sais que cet appareil, il coûte, je peux l'avoir en occasion, mais il coûte encore, on me l'a proposé à 7 000 euros. Il fait 30 000 euros hein, pour neuf. J'ai essayé de négocier, mais 7 000 euros, je peux pas. Donc, je vais pas me relancer dans ma profession. C'est trop cher pour moi. Donc, si d'autres personnes, je l'ai signalé pour s'il y a des personnes qui peuvent le faire. Voilà.
le traitement d'une fracture du tarse, puisqu'elle possédait une fracture. Donc, en l'occurrence, on va prendre l'exemple d'une fracture du tarse. Pour ce faire, il a utilisé le patch numéro 1 avec 361 grammes sous le pied. Le patch numéro 2, 511 grammes dessus le pied, avec une composition qui était de 50 grammes d'urine. Je n'ai pas noté les grammes, autant pour moi. Ou 50 millilitres, pardon. 50 millilitres d'urine, donc l'urine de Noémie. 50% de plasma liquide de CO2, plus 11 grammes de matière CO2. Donc, je vous laisse le temps de noter. Et il a laissé les patchs 48 heures. Alors, chose que j'avais mentionnée, donc il l'a mentionné également, j'avais déjà mentionné ça il y a assez longtemps, c'est de bien faire le vide d'air, puisqu'en fait, si vous n'avez pas fait le vide d'air, donc quels que soient les patchs, vous allez avoir une oxydation par l'air, et c'est pour ça que certaines personnes obtiennent des taches noires, des moisissures ou une dégradation du gans. Donc, faites bien le vide au maximum de vos patchs. Mais Jean-Jacques, comment on peut arriver à déterminer qu'il faut mettre 361 grammes, 511 d'où il sort ces calculs? Le gars, il n'avait pas le temps, Giovanni n'avait pas le temps de faire des tests et des essais. Là, il fallait qu'il soigne sa fille. Je t'en pose des questions? Je sais pas, je blague. Hein. Mais il a eu des mois et des mois pour s'occuper des sacs. J'en ai aucune idée. Je sais pas comment il a déterminé le grammage. Je sais pas. C'est quand même extraordinaire, ça. Je sais pas. Ouais. Qu'on détermine en pourcentage, ça oui. Alors, je sais pas. Parce que ça fait 872 grammes. Pourquoi pas 1000? Je sais pas. Moi, je pense qu'il a dû tester avec la pendule ou la kinésio, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser plus simplement qu'il a mis 361 grammes parce que ça s'est trouvé comme ça, mais il en aurait mis que 100, le résultat était le même. L'intention est en premier quand même. À mon sens, oui. Je pense qu'il il est parti des pourcentages, à mon avis. Il est parti des pourcentages. L'urine, elle a un poids différent de l'eau, et le plasma CO2 avec les 11 grammes de matière CO2, c'est comme ça qu'il a obtenu les 360 et les 511, je pense. Hein. Oui, d'accord. Oui. Il s'est trouvé que quand il a pesé, ça faisait ça. Voilà. À mon sens. Hein. Après, qu'est-ce qu'il a mis comme gros? C'est des petits patchs, des moyens patchs, des grands patchs, je ne sais pas. Voilà. À mon avis, ça n'a pas d'importance. Hein, le poids, si vous voulez, si, ça a une importance dans la mesure où il y a un gradient de poids, il y a un poids supérieur à l'autre. Donc, c'est. Voilà. Oui, qu'il y ait un gradient, c'est OK. Après, la quantité, le poids, tout ça, je pense que c'est secondaire. Et l'intention est en premier quand même. Hein. Alors, il y a l'intention, mais il faut vraiment qu'il y ait l'intention. Il faut qu'il y ait un gradient physique malgré tout. Oui, le gradient est obligatoire. Voilà, donc ce qui est important. Donc, je dis n'importe quoi, s'il a mis 200 millilitres en dessous et 100 millilitres au-dessus, le résultat, c'est que ça fait 511 grammes en dessous et puis 361 au-dessus. Voilà. Donc, référez-vous à la quantité de liquide que vous mettez dedans, en fait. Oui. D'accord. Oui. Après, bien sûr, c'est l'intention. Hein. D'accord. Pourquoi a-t-il mis autant d'urine? Alors, les urines vont être constituées de ce qui a été rejeté par le rein. Alors, là, ici, c'était pas un traitement de fracture. Il y avait comment dire, il appelle ça des micro-concrétions au niveau de la fracture. Donc, je pense que ces micro-concrétions étaient des cristaux d'oxalate, dont les oxalates sont produits par le rein par un mauvais filtrage du rein. Donc, c'est pour ça qu'il a pris l'urine. Les cristaux d'acide urique, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on peut observer dans la goutte, par exemple. Donc, là, vous pouvez vous servir de ce traitement-là dans le traitement de la goutte. Dans le traitement de la goutte, c'est
un excès d'oxalate qui vont se déposer notamment au niveau du gros orteil, ensuite au niveau du genou. Les deux articulations qui sont en premier atteintes. Donc voilà par exemple, on pourrait dire ça c'est le traitement de la goutte. Mais là, je pense qu'il l'a fait parce qu'il va y avoir autour de la consolidation de la fracture, il va y avoir une dissémination certainement, autour du cale osseux, une dissémination d'oxalate, je pense. Hein. Pardon. Alors ensuite, il parle de rétablir la connexion entre le cerveau et le système musculaire ou les muscles. Donc le corps n'étant pas soumis à la verticalité de la pesanteur, le cervelet, puisque c'est le cervelet qui gère les problèmes d'équilibre, eh bien le cervelet n'assure plus la connexion de l'équilibre. Comment procéder? Alors je vous indique sa façon et je vous indiquerai ma façon de faire. Lui, personnellement, il a pris chaque orteil, il a commencé par le cinquième, le petit orteil. Vous le prenez entre vos deux doigts, poussez index d'une main et poussez index de l'autre main, donc vous allez tenir l'orteil à deux mains. Vous allez le tracter vers le haut, la personne est alors allongée. Et à un moment donné, vous allez entendre clac, un peu comme quand on fait craquer nos doigts. Vous allez prendre le quatrième, même chose, le troisième, même chose, le deuxième, même chose, et le gros orteil, même chose. Donc vous allez les prendre les uns après les autres. Vous allez appliquer ces tractions sur la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, il n'y a pas d'ordre particulier. Et vous appliquerez le traitement sur les deux pieds. La technique que je vous montre, c'est une technique que j'utilise en myothérapie pour les problèmes de douleur d'orteil, de douleur plantaire. Vous allez prendre le deuxième et le quatrième orteil, vous allez les tracter ensemble. Même chose, vous allez les tracter vers le haut. Donc vous les prenez dans vos doigts et vous penchez, vous laissez aller en arrière et vous allez utiliser le poids de votre corps. Donc il n'y a aucune force réelle à mettre, c'est simplement le poids de votre corps. Donc vous pouvez y aller, les orteils c'est hyper solide. Hein. Il est possible que vous entendiez un clac. Vous appliquez le traitement pendant 8 secondes, voire 20 secondes. Si la personne n'est pas consciente, si elle est dans le coma, vous allez faire 20 secondes, 30 secondes, et vous allez relâcher la traction le plus lentement possible, un peu comme quand une éponge se remplit d'eau, très 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 lentement. Quand les orteils seront revenus à leur position de repos, vous allez faire la même chose avec le troisième et le petit orteil. Et vous recommencez, traction, vous vous laissez pencher en arrière, vous utilisez le poids de votre corps, 30 secondes, vous relâchez la traction, très 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 lentement, et ensuite vous ferez la même chose avec le gros orteil. Et vous passerez au pied opposé. Le traitement est à faire dans le cas alors ça peut être les paraplégiques, ça peut être des hémiplégiques, les périodes flasques. Dès que vous avez un problème entre la connexion du cerveau et les extrémités, donc vous allez le faire une fois par jour pendant une semaine et ensuite tous les 3 jours. Vous pouvez appliquer ce traitement. Alors, c'est une des manœuvres à faire en myothérapie. Hein. Donc, si vous le faites en myothérapie, il y a d'autres manœuvres à faire que celle-là. Mais elle peut servir de dépannage. Je vous rappelle que l'orteil 5 et 4 s'occupent de la partie physique, alors que les orteils 2 et 3 s'occupent de la partie émotionnelle. L'orteil 5, c'est le méridien de Vessie en médecine chinoise qui prend tout le sommet de la tête, descend le long de la colonne vertébrale en 2 branches et suit la partie postérieure de la jambe jusqu'au petit orteil. Alors que le méridien de vésicule biliaire lui prend toute la partie latérale temporale du crâne pour descendre à la partie postérieure du bras, s'enchaîner au niveau de la partie latérale du thorax, descendre sur la partie latérale de la jambe et se terminer au 4e orteil. Donc voilà, en ce qui concerne les jambes, ça prend la face externe de la jambe, la face postérieure de la jambe pour se terminer au 4e et 5e orteil. Et donc ces 2 méridiens s'occupent de la partie physique.
Alors, comment obtenir le CuO2? Je vous rappelle que dans les différents ganses de cuivre, on a le ganse qu'on avait l'habitude de fabriquer qui était bleu jade, le CuO, alors que le CuO2 est d'un dioxyde de cuivre, il est de couleur rouge, de la même couleur que le système musculaire. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser le CuO2, à ne pas confondre avec le CuO. Donc la façon de l'obtenir, alors lui il a pris 2308 grammes d'eau pour 185 grammes de sel à une température, alors ça c'est plus important, une température de 35 degrés. Et là, contrairement au cuivre CuO couleur jade, on utilise un courant de 1,8 ampères et 2,5 volts, pas 25, je corrige. Voilà. Et donc, vous faites passer le courant pendant 4 heures et ensuite, vous supprimez le courant. Et vous allez donc obtenir un oxyde de cuivre rouge, ou plus ou moins orange foncé. Et donc, vous allez faire un patch au niveau des parties musculaires. Donc, les parties musculaires les plus importantes dans le corps étant les cuisses et les tibias, les mollets. Mais vous pouvez appliquer sur n'importe quelle partie lorsque vous avez un problème de connexion musculaire. Un problème de commande musculaire. Donc, on peut l'établir, par exemple, dans un début d'hémiplégie, par exemple. Ou un perte de certaines scléroses ou certaines polynévrites. Polynévrite alcoolique, par exemple. En ce qui concerne la connexion cerveau et les yeux, j'en avais déjà parlé en ce qui concerne le phosphénisme. Le phosphénisme, qu'est-ce qu'un phosphène? C'est la réminiscence d'une stimulation lumineuse qui continue à perdurer lorsque les yeux sont fermés. Alors, pour l'obtenir, vous allez utiliser une lampe à phosphène. Alors, la meilleure façon de l'obtenir sans... Alors, on peut aller sur le site du phosphénisme. Je ne sais pas si Frédéric l'avait mis dans le drive. Non, il n'est pas. Sinon, vous allez sur... Alors, il y a 2 sites sur le phosphénisme, si vous vous y intéressez. Le phosphénisme a été créé par le docteur Lefébure, qui a travaillé beaucoup en soufisme. Et donc, il a mis en évidence que le phosphène crée des rythmes au niveau du cerveau de 1/6 de seconde. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce qu'on n'est pas sur un cours sur le phosphénisme. Toujours est-il que vous allez utiliser une lampe de 5000 Kelvin qui donne une lumière proche de la lumière solaire. C'est une lumière blanche. Excusez-moi, c'est le docteur comment que tu as dit? Lefébure, en un seul mot. Comme ça se prononce. Si vous allez, alors, c'est le docteur Daniel Stévenon. Stévenon. S-T-E-V-E-N-O-N. Daniel. Il est député ou sénateur, je crois, mais il a arrêté je ne sais pas s'il est encore député ou sénateur. Et donc, il a repris les travaux, c'est le successeur du docteur Lefébure, et donc il explique très très bien tout le travail en phosphénisme. Pour moi, personnellement, c'est une des meilleures écoles de méditation, parce que c'est vraiment documenté sur le plan médical. On peut le faire avec une simple ampoule à filament, sauf que cette ampoule n'est pas assez puissante pour créer un phosphène de bonne qualité. Alors que si vous prenez une ampoule de 5000 Kelvin, vous allez avoir un phosphène d'une très très belle qualité. Et vous allez voir que ce phosphène, une fois que vous allez fermer les yeux, vous allez vous mettre dans le noir absolu, eh bien, le phosphène va passer par 3 couleurs. Moi, personnellement, je l'ai fait avec une ampoule LED qui vaut 100 watts et le phosphène, il est impeccable. Ouais, mais tu vois, il est bien meilleur avec 5000 Kelvin. Hein. Oui, mais normalement, il rapproche. Il quoi? Il rapproche des 5000. Il faut 5000 Kelvin. Hein. Alors, peu importe la lumière que tu utilises, mais il faut qu'elle fasse 5000 Kelvin. Hein. Il faut que je vérifie alors. C'est pas en watts hein, qu'on mesure. Hein, non, mais dans les LED, c'est un équivalent à 100 watts. Il faudrait que je regarde la température des couleurs. Oui, mais c'est pas la température, hein, c'est le Kelvin qui compte. Hein. Oui, mais la température des couleurs, c'est les Kelvin.
Oui, oui, d'accord. Non, je croyais que j'avais compris température en watts. Non, non, c'est Non, les, non, 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 non. on parle de Kelvin, hein, pas des lux, hein, des Kelvin. Ah, D'accord? du Kelvin, ok. En mesure, bon, c'est pas les lux hein, qui importent, Ouais. c'est les Kelvin, hein, d'accord? C'est les degrés Kelvin. Voilà. Et donc, voilà, donc vous trouvez ce type de lampe dans le magasin, chez Brico Machin, chez Brico Truc. 5000 Kelvin, des fois on la trouve, sinon on trouve 4000. 4000, c'est bien. C'est mieux que la simple ampoule de 100 watts que vous mettez dans votre salle à manger. Vous allez donc regarder cette lumière sans aucun risque pendant 30 secondes. Vous la fixez simplement, sans rien faire de spécial. Ensuite, vous mettez un bandeau pour être bien dans le noir absolu. Et le phosphène va se mettre à apparaître et il va passer par 3 phases successives. Une fois que vous arrivez à la dernière phase, là il devient gris argenté avec une auréole bleue, eh bien vous allez tourner la tête à gauche et à droite de façon à emmener le phosphène à l'extérieur de votre tête à droite, à l'extérieur de la tête à gauche, et vous allez mélanger en même temps que le phosphène, vous allez mélanger. Alors ça c'est pour les personnes conscientes, d'accord? Là on est dans le cas de Naomi. Comme elle n'était pas consciente, on lui a fait simplement regarder le phosphène, on lui a bandé les yeux et elle a eu un phosphène fixe. Pour nous, qui sommes capables de diriger la séance, on va donc tourner la tête à gauche et à droite de façon à emmener le phosphène côté droit, côté gauche, côté droit et ainsi de suite. Soit par des rotations de gauche à droite, soit par des hochements de tête de haut en bas, soit par des cercles de la tête de gauche à droite, de droite à gauche, soit par un 8, avec le bout du nez on fait un 8, une boucle infinie. Et les yeux restent fixes. Le but c'est de faire bouger le phosphène à gauche, de la gauche vers la droite, d'un hémisphère à l'autre. Donc les yeux restent fixes, hein, et c'est le phosphène qui va se mettre à bouger. Vous verrez, hein, c'est facile à faire, hein, à comprendre. Hein. Et en même temps, vous allez prononcer, alors je ne vais pas tous vous les donner de mémoire, il faut mélanger une pensée. Quand vous allez balancer de la tête de gauche à droite, vous allez prononcer mentalement le son il, suivi du son li. À droite, il, à gauche, li, à droite, il, à gauche, li, à droite, il, li, il, li, il, il, et li, li. C'est-à-dire que vous allez mélanger, ça c'est impératif, mélanger le phosphène avec une pensée. C'est là tout le secret du phosphénisme et de la méditation. Voilà, donc là pour Naomi, il a fait simplement appel au phosphène tout simple, lui faire regarder un phosphène puisqu'elle ne pouvait pas participer. Alors. Et il y a un bienfait au niveau des yeux, le phosphène? C'est plus, ça va, oui, oui, bien sûr. Alors on peut se servir du phosphène. On peut se servir du phosphène pour augmenter la mémoire, pour faciliter la perception de n'importe quel type d'image. On peut faire le phosphène les yeux ouverts en faisant de la lecture, par exemple. Vous regardez une carte de géographie, vous faites le phosphène. Une fois que le phosphène est apparu, les yeux ouverts cette fois-ci, vous lisez votre carte de géographie, vous allez la mémoriser beaucoup plus rapidement. Oh. Donc vous allez sur le site, alors je voulais préciser, si vous allez sur le site du phosphénisme, il y a 2 sites de phosphène, un vrai et un faux. Donc c'est bien le site phosphénisme du docteur Stévenon. D'accord? L'autre est une copie où apparemment il n'a pas tout compris. Mais on ne les trouve pas, hein, celui que tu dis. Sur Internet. Non, mais je l'ai cherché. Tu trouvais pas? Je l'ai pas trouvé. Ah. Mais bon, peut-être d'autres trouveront. Hein, donc, Bah, tu tapes phosphénisme, Stévenon. Oui, mais ça il m'amène pas. Bah écoutez, je sais pas, je rechercherai ça. Marc. Bon, je vais demander à Frédéric qu'elle vous les mette dans le drive, ou qu'elle vous mette au moins le lien dans le drive, parce que j'ai donné tout ça à Frédéric.
Et on trouve les fèvres, par contre. On trouve quoi? Le fèvre, le fébure? Oui, les Bah, fèvres. va dessus à ce moment-là. Mais tu vas peut-être tomber sur une copie, hein, mais vas-y, regarde. Voilà, les fondateurs, machin. Est-ce que dedans, tu vois le docteur Stévenon? Oui, mais enfin, je les connais pas. Non, mais est-ce que dedans, il y a le nom du docteur Daniel, pas du docteur, de Daniel Stévenon? Euh, Si tu vois Daniel Stévenon, donc c'est bon. euh, C'était son collaborateur et son successeur. Ils ont travaillé ensemble, hein. non, je vois pas. Attends, le docteur. Ouais, non, non, je vois pas. Mais par contre, j'ai vérifié, il y a des ampoules LED à 5000 K. Hein. Oui. Ouais. Alors bon, dans le site du phosphénisme, il vend une ampoule sur phosphénisme, hein. Mm. Ok. Alors. Bon, bah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à aller sur Internet. Ah si, voilà. Eh ben si je l'ai. Alors, Et passe les liens dans les chats. attends. Ah. Attends. Pas de panique. Non, Alors, vous les tapez, je vous le donne, vous l'écrivez. www.phosphénisme, P-H-O-S, phénisme, P-H-E, et nisme.com. Et vous allez avoir la première image, c'est plusieurs cercles concentriques qui ressemblent à une espèce de. Je sais pas comment appeler ça, c'est un sigle, je dirais, avec un champ de blé. un crop circle. Voilà, Ouais, ouais, c'est ça. voilà. Donc ça, c'est le bon site. Voilà. Ok, super. Ok. Et donc vous allez avoir dedans, c'est la méthode. Il y a allez sur méthode et puis vous aurez la genèse, la compréhension de comment ça fonctionne. Et si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver ensuite la base des principaux exercices à faire. Il y en a 8. Hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec les phosphènes avec leurs élèves. Bon, eh bien, écoutez, j'ai terminé, moi, pour ma part, cet atelier. Si vous avez d'autres questions à poser, je suis à vous. Et puis, ma question, ça serait que les documents que tu as parlé sous les podmètres, tu me les passes par Je te fais ça. Facebook ou n'importe. L'autre question, c'est ces deux cours-là, tu les mets dans les drives? Je vais te les donner, puis tu les mets dans le drive? Je les mets dans les drives. Je suis pas doué pour les mettre dans le drive. Et je vais mettre même ton cours quand il apparaîtra sur YouTube dans notre On chaîne. ça sur Messenger. Tout ce que j'ai fait, je te mets les. Voilà, parfait. Ok. Hein. Voilà. Merci. Pas ce soir parce que je vais te. Non, ce soir, mais tu risques d'oublier, mais si tu oublies, 2-3 jours, je te la rappelle. tu m'envoies un coup de pied aux fesses, d'accord? Oui, mais gentil. Ça marche. Voilà, Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter pour aujourd'hui. Avant, est-ce que vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés sur le plan médecine ou sur des cours antérieurs, sur les électrons, les protons, les neutrons? Oui. Est-ce qu'on pourrait traiter la borréliose de Lyme? La maladie de Lyme. Oui, Je ne l'avais pas fait, ça? ben, je ne sais pas, je pense pas. Il me semblait que j'avais vu la maladie de Lyme. Bah, en tout cas, je l'avais en tête. Il me semblait l'avoir fait. Donc, je note ça, maladie de Lyme. Et aussi, en cherchant dans les vidéos, parce que j'ai raccourci toutes tes vidéos, là, et je les ai mis sur la chaîne YouTube. Oui. J'ai pas trouvé les cours numéro 9 et les cours numéro 12, des 12 cours, tu sais. Tu les as envoyés, non? Je te les ai renvoyés, ça? Je me les ai envoyés, mais ce serait bien que tu fasses un petit cours. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai complètement oublié. Oui, j'avais noté. Donc, ça sera un sujet d'un cours. Bah, écoutez, alors voilà, donc, ce qu'on va faire, pour la prochaine fois, je vous ferai le cours numéro le 9, le 8 et le 9, tu as dit? Les 9 et les 12, c'est marqué dans les messengers. Oui, le 9. Alors, donc, on va faire ça. Je vais reprendre le cours numéro 9.
Comme ça, je ne sais pas combien de temps ça dure, je ne me rappelle plus. Je crois que tu peux faire les deux. On fera les deux. On les fera assez vite puisque ça va être une révision. Voilà, et tu parles de la maladie de Lyme, et voilà quoi. Et la maladie de Lyme, s'il me reste du temps, je ferai la maladie de Lyme. D'accord? On fait comme Super. ça? Oui. Ok, ça marche. Merci. Ben écoutez, je vous fais un gros bisou. Bonne soirée à tous. Bon Merci dimanche. beaucoup. Merci, bonsoir. Bon week-end. Bonsoir et merci. Si vous voulez aller à la plage, il faut aller dans l'ouest. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Merci de même. Certains en sont loin. Hein. Allez, Bonsoir à tous. Merci Jean-Jacques. de rien. Bonsoir à tous. Merci. Avec plaisir. Alors, milliamp or amp, ampere, in kit of CO2. Jean-Jacques, non oubliez leave the meeting. Non. Doudou, viens là.